Bonsoir à tous. Merci d'être venus aussi nombreux ce soir. Ça fait vraiment plaisir. C'est toujours aussi cool d'avoir autant de monde pour les meet-up. Du coup, je vais me présenter rapidement. Je suis Boubacar Diallo, ingénieur en informatique de formation et aussi directeur web d'une agence de communication. Du coup, je suis le fondateur également d'Africatech, que je vais vous présenter rapidement. En fait, Africatech, c'est un média. C'est vraiment venu d'une passion. Euh, un média que j'ai lancé il y a 2 ans avec maintenant d'autres personnes qui m'ont rejoint, qui sont au Sénégal et au Cameroun. Et du coup, le but, c'est de faire la promotion en fait de l'écosystème tech africain, parce qu'il y a de plus en plus de choses qui se passent. Il y a vraiment des choses cool. Le but, c'était de montrer ça au reste du monde. Et on organise pour cela en fait des meet-up comme celui-là, histoire de fédérer ici la communauté autour de sujets comme celui-là. Le dernier, c'était sur la recherche de financement. Et on essaye aussi de mettre les start-upers qui sont dans la diaspora ou en Afrique en relation avec des mentors, des investisseurs, des incubateurs, etc., etc. Vraiment les aider au maximum dans leur travail et les couvrir. Ok. Du coup, voilà. Donc sur ce meet-up, rapidement, on va avoir 4 talks. Donc il y a 4 personnes qui vont faire une petite présentation sur l'intelligence artificielle, sur des problématiques qui les intéressent ou sur lesquelles ils bossent. Et après, à la fin, il y aura un petit peu de networking avec un petit cocktail généreusement offert par Drivey qui va se présenter après. Du coup, alors, je tiens toujours à remercier les sponsors et partenaires. Donc ici, en l'occurrence, Drivey, qui sont vraiment, vraiment sympas de nous avoir hébergés pour ce meet-up. Vous pouvez les applaudir et il y a Marc qui va faire petite presse. Oui, donc je vais pas parler trop longtemps, mais je suis très content d'accueillir Africatech. Je trouvais l'initiative vraiment intéressante et personnellement, je m'intéresse un peu plus de loin, mais à tout l'écosystème en Afrique sur les nouvelles technologies. Je trouve qu'il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Donc je suis vraiment ravi de vous accueillir. Et en 2 mots, Drivey, qu'est-ce que c'est? Donc moi, je travaille dans l'équipe technique et ce qu'on fait, c'est on crée une nouvelle façon, une meilleure façon, plus efficace d'utiliser les voitures. Et on se dit, actuellement, il y a trop de voitures, on en produit énormément. C'est pas la façon la plus efficace. Et donc, on va donner une solution pour pouvoir louer des voitures entre particuliers ou avec des professionnels sur une plateforme unifiée. Et donc, ça passe par ouvrir les voitures avec des téléphones, pouvoir les réserver très rapidement et vraiment optimiser l'objet voiture pour un peu se dégager on est obligé de posséder une voiture pour pouvoir se déplacer. Donc voilà, bienvenue et bon meet-up. Merci encore, Marc. Du coup, également, j'aimerais remercier l'association très, très dynamique. Je les ai connus récemment, Junior pour Madagascar, dont il y a des représentants ici ce soir. Est-ce qu'il y a au moins un représentant pour faire un petit speech sur JPM? Non? Ok, bon, c'est pas grave. Parce que normalement il devait y avoir Zina. Mais du coup, c'est une association voilà, qui aide justement toutes les initiatives qui viennent de Madagascar, que ce soit la partie tech, entrepreneuriat, etc. Ils sont super dynamiques. Également, les Frais, c'est une école d'ingénieurs, donc il nous a beaucoup aidé aussi au départ, l'école dont enfin, je suis diplômé, pour organiser les meet-up et qui nous soutiennent beaucoup. Et enfin, Obgis, donc, qui est un centre de formation en informatique et dont l'objectif, c'est de former plus de 10 000 codeurs d'ici 2025 en Afrique, leur donner de l'emploi ou de les transformer en entrepreneurs. Donc, c'est vraiment un projet super intéressant. Du coup, pour devenir speaker Africatech, c'est très, très, très simple. Si vous êtes déjà speaker, vous pouvez faire un talk au prochain meet-up. Et si vous ne l'êtes pas, envoyez-nous un mail ou un message sur la page Facebook. Et puis voilà, vous pourrez facilement présenter sur le prochain thème, normalement, qui sera sur les technologies autour de la blockchain, etc. OK? Donc, pour ce soir, le line-up, donc c'est ceux qui vont présenter.
On va avoir en premier Abdoulaye Sy, qui est ici, Dob Connect, plateforme d'objets connect, marketplace d'objets connectés en ligne. On va avoir également William Elong, qui est un remote via Skype, parce qu'il est au Cameroun, et sa collaboratrice Ingrid, qui est ici, qui ont mis au point Drone Africa. Et ensuite, on va avoir François Fitzpatrick, ici, qui va nous parler de la startup dans laquelle il travaille, Domocio. Et enfin, Jean Ouedraogo de Open Darasa, qui lui est aussi en remote, il est à Taïwan. Donc voilà, on va faire tout ça via Skype. Okay. Du coup, juste avant de démarrer les talks, j'aimerais juste faire un tout petit tour de table rapide. C'est toujours intéressant de savoir qui on a dans la salle pour que vous vous présentiez un petit peu, même en 10 secondes, savoir ce que vous faites et ce qui vous intéresse dans ce meet-up. Donc on va démarrer à la deuxième ligne, au hasard, Pauline. Je vais te passer le micro. Bonjour, Pauline Degois. Donc, je suis la représentante de SolarPack, les cartables solaires connectés, qui sont d'origine ivoirienne. Et en parallèle, je suis fondatrice d'une start-up qui accompagne les start-up africaines qui veulent se développer en France. Bonjour, je m'appelle Enio. J'ai créé une start-up qui s'appelle Gouillave. Et c'est une application mobile qui permet en fait à des voyageurs d'acheter des transferts, des assurances directement depuis leur mobile. Voilà. Et puis je suis intéressé par l'intelligence artificielle parce qu'on réfléchit à ce type de solution-là pour faciliter la recommandation. Bonjour, Giovanni, c'est nous. En fait, mon objectif en venant ici, c'est voir un peu ce qu'il y a comme initiative, ce qui se produit voilà, de bien et voilà, essayer d'avoir des idées parce que personnellement, j'envisage également créer un truc. Mais bon, on va d'abord voir ce qui se fait et voir dans quelle optique faire les choses. Voilà. Bonsoir, je m'appelle Johan Momnougui, je suis étudiant en dernière année ingénierie en système embarqué. Et donc le thème intelligence artificielle m'intéresse et vu que j'ai aussi envie d'avoir un projet, ça pourrait peut-être donner des idées de travail. Merci. Onira Zafine Salama, je travaille à la direction des affaires internationales du Crédit Coopératif et je suis là par pure curiosité. Parfait. Christian Sonda, consultant en développement économique. Je travaille avec des agences régionales de développement, notamment dans tout ce qui est numérique. Et aujourd'hui, j'étais venu pour rencontrer des start-upers et voir s'ils seraient peut-être intéressés par ce que j'avais à leur dire. Notamment. Je me présente, Nandine Sarr, et ingénieure en cybersécurité. Je suis là par curiosité aussi. Et pour voir ce qui se passe dans le domaine de l'intelligence artificielle, notamment pour la partie cybersécurité qui peut m'intéresser. Bonsoir, je m'appelle Tarach, je travaille en tant que chef de projet industriel et sinon je suis venu ici par curiosité parce que donc l'IA c'est quelque chose qui se développe de plus en plus, donc je suis venu voir qu'est-ce que ça donne exactement. Voir si celui-là fonctionne. Bonsoir, alors moi c'est Fabien, j'ai travaillé dans la vision par ordinateur quelques années, donc c'est une sous-branche de l'intelligence artificielle. Donc forcément je suis intéressé par le thème et voilà, savoir un petit peu votre retour, pourquoi vous avez choisi de travailler là-dedans. Il y a plein de questions qui m'intéressent. Merci. Okay, super, merci. Voilà. Du coup on va démarrer, tu peux passer à la personne derrière. Voilà. On va démarrer le meet-up. Et on va accueillir, vous pouvez applaudir Abdoulaye Sy. Bon, avant de commencer, je pense que Boubacar m'avait dit qu'à la fin de cette présentation, il faut que vous soyez tous capables de développer votre premier robot.
Je vais essayer, mais on verra. Alors, je me présente, je m'appelle Abdoulaye. Ça marche le truc? Ça? Ok. Ouais, donc du coup, je m'appelle Abdoulaye. Je suis entrepreneur qui évolue dans l'univers des objets connectés, de l'intelligence artificielle et de la robotique. Ok. Bon, ça c'est moi. Alors du coup, je suis juste un peu en arrière. Ok, et donc du coup, j'ai créé OB Connect, qui est une marketplace 100% objets connectés, avec Angela Kunder. Mais c'est pas ça qui m'a ramené aujourd'hui. Ce qui m'a plus ramené aujourd'hui, c'est Hectora. Hectora, en fait, je vais vous raconter une histoire. Je suis dans un espace de coworking où je passe beaucoup de temps avec un ami coworker qui s'appelle Jérôme Lucas. Et un jour, on a regardé Angleco et on s'est rendu compte qu'il y avait, on parlait des robots. Et dans notre espace de coworking, on voulait créer notre premier robot. Et non, acheter notre robot. On s'est rendu compte que ça coûtait trop cher. Et donc, du coup, on a dit, ben, puisqu'on était les geeks de l'espace de coworking, c'était un peu honteux d'acheter un robot. Ben, on a dit, on va développer notre robot. Et c'est là, en fait, on a commencé à travailler sur l'aspect de la robotique, suivant. Et là, j'ai rencontré une troisième personne qui est venue nous voir, qui est un journaliste, qui s'appelle Maxime Godard, qui est un journaliste spécialisé dans le numérique, qui nous a dit, en fait, vous n'êtes pas en train de créer votre premier robot, vous êtes en train de créer le think tank de la robotique. Parce qu'il y avait les coworkers, les concierges, notre concierge, des développeurs, des scientifiques et des gens de tout à bord de notre espace de coworking qui réfléchissaient avec nous sur l'aspect de la robotique. Et donc, du coup, on a décidé tout de suite de créer notre premier robot qui allait s'appeler Rocky. Et donc, Rocky comme Rocky, le boxeur, parce qu'on est des durs, on se prenait pour des durs. On a passé énormément de temps à bootstrapper, à travailler. Et on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas, en fait, qui connaît Ross dans cette salle? Ross, bravo. En fait, Ross, c'est Robot Operating System, c'est le système d'exploitation de la robotique. Et on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de communauté sur ça. Ben, on a dit, ben, on oublie le think tank, on ne sait pas écrire des articles. On va créer une communauté de Ross. Et là, en fait, on s'est mis à travailler. Tu peux avancer. Ouais, donc du coup, on s'est mis à travailler. On a divisé le programme de Hectora en plusieurs parties. Il y a le côté lab où on travaillait sur nous, ce qu'on faisait en fait sur le projet. On a aussi le média parce que Maxime Godard, c'est un excellent journaliste qui écrivait chaque semaine des articles. Au final, il nous poussait à écrire nous-mêmes les articles et j'ai trouvé ça super intéressant, hormis mes fautes d'orthographe. Et après, on organisait aussi des meet-up autour de la robotique et de l'intelligence artificielle. Et Max, avance. Donc du coup, là, en fait, et un jour, on est parti à un événement où on a rencontré le pôle Bobigny de l'innovation et qui travaillait sur un robot ludique qui permettait en fait de réduire le temps d'attente. Eh bien, on a dit, en fait, en ce temps, 2 jours avant, on a rencontré des investisseurs. Quand on leur a parlé qu'on veut développer notre premier robot, ils nous ont dit, ouais, c'est quoi le business plan, c'est quoi le prévisionnel, et qui sont vos clients? Mais je pense qu'ils se moquaient de nous. Nous, on ne savait pas, on voulait kiffer, c'est tout. Et donc, du coup, au final, on a rencontré MDPH. En fait, c'est le centre d'handicapés de Bobigny qui travaillait sur en fait comment gamifier le temps d'attente en fait dans leurs salles d'attente. Et là on a donc c'était ça, c'était comment améliorer l'expérience dans les salles d'attente. Et là en fait on a commencé. Tu peux aller vite, tu peux avancer. Donc du coup on avait un projet, on a enlevé Rocky, ben on l'a appelé RD23. Encore un truc, parce qu'on trouvait qu'on n'allait pas faire un robot qui allait ressembler à un être humain. Non seulement on n'avait pas les compétences, deuxièmement on savait pas comment faire. Donc du coup on est parti sur un robot qui se baladait dans des espaces, qui évitait des obstacles. C'est là où je vais vous parler de l'IA, et en fait avec un accès au dossier et qui faisait aussi de la reconnaissance faciale. Donc du coup, comment ça s'est passé? Donc ça, c'est le premier jour qu'on a eu notre premier matériel. Donc du coup, on a été sur Internet, on a cherché un robot open source.
Et ce robot open source s'appelle TurtleBot. Et ce robot, on l'a pris, en fait, on l'a acheté. Et là, en fait, c'était notre premier jour et tout l'espace de coworking se foutait de notre gueule. Bon, c'est normal, parce que je croyais que ça allait ressembler à ça. Et après, on a rencontré une équipe de designers qui visiblement, elle est très émue de fabriquer son premier chouchou. Et donc, du coup, là, en fait, on s'est mis à travailler sur le concept. Et aujourd'hui, on a fini le projet. Next. Et on a rencontré, notre cher robot a rencontré le secrétaire général du numérique. Et aussi, on participe au salon de l'aéronautique. Et on fait aussi des salons autour de la robotique pour parler un peu, pour sensibiliser et pour parler de la robotique en général. Mais je sais, ce n'est pas ça qui vous a ramené ici. Vous avez envie de savoir comment on utilise de l'intelligence artificielle. Next. Alors, du coup, tout à l'heure, je parlais de ROS. Donc, ROS, en fait, next. ROS, c'est un robot operating system. C'est un ensemble d'outils open source qui permet à un développeur de pouvoir développer son premier robot. C'est soit écrit en Python ou en C++. Et mon ami Jérôme, mon associé, c'est un très très bon ingénieur qui maîtrise le C++. Et moi, le langage Python. On a commencé en fait à faire bouger notre robot dans notre espace au début. Et ensuite, bon, là, je vous ai mis un peu d'histoire autour du ROS, en fait, qui a été développé en 2008 par une société qui sortait de la société de chez Google. Et aujourd'hui, où on voit tout ça, c'est des systèmes, ça c'est des déclinaisons de systèmes d'exploitation. Et nous travaillons avec le ROS Indigo, par exemple. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de sous-OS qui dérivent de ROS. Et des exemples de pratiques de ROS, ben, on a Nao, qui connaît Nao, non? Apparemment, il est mignon. Et on a Paper, et on a aussi les voitures sans chauffeur. Et quand on a vu première fois Nao, on a dit waouh, on va faire un Nao. Et concrètement, comment ça, tu peux l'accès? Concrètement, comment ça marche? En fait, c'est juste on a un ROS Master qui permet de gérer des mouvements. En fait, ça peut être les déplacements du robot, ça peut être de la reconnaissance faciale. Et le topic, en fait, il permet de discuter avec les différents nodes. Donc, du coup, on peut rajouter une troisième couche qui est l'intelligence artificielle, où je parlerai après. Ah, je parle plus fort? Ah, plus rapide? Ok. Ok, je vais parler doucement. Donc, du coup, concrètement, notre robot, il ressemblerait à ça. Donc, avec cette caméra qui est connectée sous format de ROS et qui a en fait un mini disque dur, un mini unité centrale qu'on met dans le robot, qui permet en fait soit de gérer le GPS, la géolocalisation, et qui permet de discuter avec le mouvement. En fait, celui-là, il permet de détecter des mouvements. Là, ça permet de reconnaître l'image et tout. Comme ça? Comme ça. OK. Alors, donc du coup, ça, c'est ce qu'on voit quand nous, on développe notre robot. C'est AirViz, c'est un logiciel qu'on retrouve aussi dans les voitures sans chauffeur et qui nous permet en fait de calculer, si on lui dit d'aller d'un point A à un point B, en fait, il calcule tous les cas possibles, donc il va tourner autour de lui. Et donc, avec de l'apprentissage profond, il va réussir à trouver le chemin le plus optimal où il y a moins d'obstacles. Supposons si vous posez un ordinateur, quelque chose devant, et que s'il passe et repasse, il va éviter de passer par cette route, parce que tout simplement, il y a eu cet obstacle-là. Et c'est ce qu'on appelle le deep learning aujourd'hui. Et je voulais aussi vous montrer un peu par analogie comment marchent les voitures sans chauffeur. C'est un peu la même chose avec les caméras qui vont scanner toute la route et en fait qui essaient en fait vous pouvez jouer avec ça quand vous allez sur le site de ROS, vous pouvez essayer de jouer avec une voiture sans chauffeur voilà. Alors, du coup, en fait, c'est que, jusqu'à présent, je vais encore vous décevoir, jusqu'à présent, je n'ai pas parlé d'intelligence artificielle. Donc, du coup, nous, chez OB Connect, vous pouvez scanner. En fait, c'est un petit logiciel, une petite application de reconnaissance faciale qu'on a installée sur notre robot.
En fait, c'est que chez OB Connect, chez Ectora, qu'est-ce qu'on a fait? En fait, c'est qu'on a juste pris des solutions open source TensorFlow qui nous permettaient en fait de faire de la reconnaissance faciale sans forcément, nous, on n'a pas codé de l'IA, on n'a pas géré en fait le réseau neuronal, mais tout ce qu'on a fait, on a fait tout simplement de la gamification. Quand vous jouez à un jeu vidéo, et souvent vous arrivez à voir, on vous dit toujours que vous jouez avec l'ordinateur. En fait, vous jouez avec une intelligence artificielle et qui, lui, essaye d'anticiper ton jeu et essaye de jouer avec vous, en fait. Et donc, tout ce qu'on a fait, nous, dans notre projet de robot, en fait, c'est d'avoir des séries de TensorFlow, des séries d'API qui nous permettaient non seulement de faire de la reconnaissance faciale avec OpenCV, et cette reconnaissance faciale, nous ne l'avons pas développée. Et c'est en fait, nous avons utilisé des fonctions. Tu peux passer. Juste un exemple de code. Nous avons, pour faire de la reconnaissance faciale et faire une traduction, en fait, nous écrivons ce petit bout de code, tout en sachant, sans se poser la question comment Google, parce que TensorFlow appartient à Google, comment Google arrive, lui, à non seulement taper sur sa base de données d'images, d'images et de se trouver avec le deep learning l'image le plus concordant. Donc du coup, souvent quand on parle de l'intelligence artificielle, en fait, on a besoin d'énormément de données. Et nous, en fait, les seules données qu'on pouvait avoir et qu'on a appliquées, c'était par rapport au scan de la route et du chemin, de transformer des coordonnées GPS, non, des points à des coordonnées GPS, qui permet en fait à un robot de dire aller dans ce point-là ou aller dans l'autre point. C'est la seule chose qu'on pouvait faire. Mais au-delà de la reconnaissance faciale, nous sommes dans un espace de coworking et souvent c'est très prétentieux de dire qu'on fait de l'intelligence artificielle, et alors que nous on utilise juste des API de Google, des API aussi de Facebook, il y en a aussi avec Torch, qui nous permet en fait de résoudre certaines problématiques. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas forcément, nous, les moyens de générer assez de données pour pouvoir faire notre propre reconnaissance faciale. Et voilà. Donc, du coup, le projet du robot, on l'a mis en open source. Donc, vous pouvez le refaire vous-même. Vous allez acheter un Turtlebot et vous pouvez développer votre propre robot. Et le ROS, en fait, c'est le système d'exploitation qui vous permettrait d'apprendre un peu comment on fait de la robotique et de l'intelligence artificielle. Alors, c'est bon, vous allez construire votre premier robot? Je pense que ça sera pour bientôt. Du coup, on va faire passer le micro dans le public pour prendre quelques questions, juste 2-3 questions, avant de passer au prochain talk. Est-ce que quelqu'un a une question? C'est rassurant. Ok. Bon, ok, merci beaucoup, Abdoulaye. Merci. On va passer au prochain talk. Donc, le prochain talk, ça va être avec Ingrid et William qui est sur Skype au Cameroun. Donc, je vais mettre le setup rapidement et qui vont nous parler de Drone Africa. Vous pouvez l'applaudir. Bonsoir William. Bonsoir. Ouais, très bien, très bien. Là, tu es en plein écran et tout le monde t'entend. Du coup, on va te partager l'écran sur la présentation. Et puis, si tu peux activer la vidéo pour que les gens puissent te voir. Ok, parfait. Sois pas timide. D'accord. Voilà, super. Bon. Du coup, ça va, t'entends un petit peu le public? Ouais, je vois ça. Ok. Bon, parfait. Alors, du coup, je vais juste mettre en plein écran sur la présentation. Voilà. Du coup, on voit plus le. On va faire comme ça.
Voilà. Donc il y a Ingrid qui est à côté. Ok. Et du coup, voilà, vous allez me dire quand je passe les slides, et puis il y a tout le monde qui t'écoute attentivement. Tu peux démarrer. Alors, ok. Déjà, merci beaucoup pour l'invitation. Je vais me présenter rapidement. Je m'appelle William Elan. Je suis promoteur du cabinet William Brothers. On propose des services de drones et d'intelligence artificielle au Cameroun. On va pas être très long, on va entrer dans le vif du sujet. Donc aujourd'hui, il faut comprendre que l'intelligence artificielle, c'est un sujet assez vaste. Il y a plusieurs angles. Il y a le traitement de texte et le secteur clé, celui qui nous intéresse le plus, c'est le traitement d'images. Computer vision. C'est comment est-ce qu'on peut appliquer l'intelligence artificielle au drone. Je vais vous prendre un exemple très concret. En 2011, l'armée américaine US Air Force a enregistré 325 000 heures de vidéos par an. Donc, le problème, c'est que s'il fallait analyser toutes ces vidéos avec des analystes, ça prendrait une éternité, parce qu'on parle d'à peu près 37 ans de plus. Donc, des êtres humains ne peuvent analyser tout ce contenu. Comment faire? Nous avons créé une intelligence artificielle baptisée Cyclope qui permet d'identifier des personnes, des vidéos, des objets, des véhicules sur une photo et de la classifier de façon beaucoup plus rapide. Cyclope est basé sur 3 éléments. Un langage de programmation, Python, une librairie TensorFlow et OpenCV. Donc, ce sont des solutions aujourd'hui extrêmement collaboratives, extrêmement scalable, extrêmement pensées en tout cas pour être déployées sur des outils, sur des hardware qui nous demandent d'énormes ressources. Alors, Cyclope, sur ça, je crois que vous connaissez tous Raspberry. Raspberry Pi, c'est ça? Raspberry Pi, voilà, là, c'est un Raspberry. Ok? Pour piloter un drone, il y a une sorte de cerveau qu'il faut. Donc, nous, on utilise les Raspberry comme cerveau. C'est ce qu'on appelle le Navio. Donc, c'est un kit qui est complet. Ça nous permet d'embarquer du code, de traiter de la vidéo, de traiter des images en temps réel. Ça permet que les analystes au sol aient directement des informations claires et précises basées sur plus de 2 millions d'objets qui ont été analysés précédemment. Ça, c'est dans la sécurité. Dans l'agriculture, grâce à l'intelligence artificielle au Cameroun, aujourd'hui, on arrive à compter les plants sur les bananeraies. On arrive à détecter les maladies comme le mildiou, qui est responsable par plus de 80% des dégâts sur l'exploitation agricole, faute d'un diagnostic tardif. Ça veut dire qu'aujourd'hui, s'il y a permettait de détecter les maladies plus tôt, on aura moins de dégâts sur l'exploitation agricole. On parle d'économie d'échelle de plus de 30%. Donc, il y a un impact à la fois sur la productivité agricole, le rendement, ça c'est pour tout ce qui concerne l'agriculture, et dans la défense, il y a un impact énorme en matière de traitement d'images et de réduction de risques. Certainement, vous avez dû apprendre que dans le Moyen-Orient, par exemple, il y a énormément de problèmes avec les drones que des victimes civiles. On estime même que 90% des victimes de drones militaires dans les conflits en général au Moyen-Orient sont des civils. Ce ne sont pas des militaires, ce ne sont pas des belligérants. Et il faut adresser ce problème-là, parce que ce sont des enfants, ce sont des femmes, ce sont des gens qui, a priori, n'avaient rien à voir avec le conflit. Donc, grâce à l'IA, on permet d'identifier les civils, déjà, et de faire que les belligérants restent entre eux, en fait, qui n'impliquent pas les civils dans leurs opérations. Donc, voilà aujourd'hui de façon très claire et simple ce qu'on fait. Ça, c'est dans le secteur agricole, dans le secteur de la défense. Et il y a une dernière application via l'intelligence artificielle qu'on commence à exploiter, c'est le projet Argus. La communauté urbaine de Douala a décidé il y a environ 3 semaines d'utiliser l'intelligence artificielle pour faire le décompte de personnes et de véhicules dans l'espace urbain. Ça leur permettra de mesurer de façon beaucoup plus objective les entrées et sorties de la ville. Ce qui est fait aujourd'hui de façon assez manuelle. Grâce à l'intelligence artificielle, vous pouvez savoir, avec un décompte, tout ce qu'il y a de plus ordinaire, quel est le nombre de véhicules qui sont dans la ville, le nombre de véhicules qui sortent de la ville, et faire des planifications, des projets d'urbanisme beaucoup plus pragmatiques, beaucoup plus économes, et qui prendront en compte des réalités environnementales. Donc,
on va grouper les questions à la fois pour William et Ingrid. D'accord? On va laisser maintenant Ingrid présenter. Ok, bon, bonsoir tout le monde. Je travaille avec William comme acheteuse et comme business developer. Je m'appelle Ingrid Kobengue. Et moi, je vais vous parler de l'intelligence artificielle dans la fonction achat. Donc, déjà, concrètement, on sait tous qu'en ce moment, les entreprises font face à une concurrence très forte. Donc, il y en a qui, pour se démarquer, vont chercher à innover et d'autres vont, disons, et d'autres, par contre, vont essayer d'optimiser les coûts. Il y en a, par contre, qui vont faire les deux. Et nous, chez Will & Brothers, en plus de notre capacité à innover, on a décidé aussi de s'intéresser à la technologie, mais appliquée aux fonctions de l'entreprise, donc les achats. Donc, en gros, qu'est-ce que les achats? Les achats, c'est dans la vie quotidienne, on considère que on est tous des acheteurs potentiellement, donc que ce soit pour de la nourriture, pour des vêtements, etc. On prend toujours la peine de bien mener à bien nos achats parce que nous sommes à la fois consommateurs, acheteurs et consommateurs. Alors que dans l'entreprise, quand on parle d'achat, concrètement, ce sont soit des achats de production, c'est-à-dire des achats de matières premières ou de composants, soit des achats hors production, c'est-à-dire des achats de consommables, de prestations intellectuelles ou de services. Donc, si on prête une attention particulière aux achats qu'on réalise dans l'entreprise, on se rend compte que ça représente à peu près 60 à 80% du chiffre d'affaires. Et ce qui sera intéressant, c'est de réaliser justement des gains sur ces coûts d'achat. Et comment réaliser ces gains? En supposant que des gains de 5% sur un coût d'achat augmentent la marge de l'entreprise de 15 à 25%. C'est là où intervient l'intelligence artificielle. Et là, on a essayé de voir à plusieurs niveaux comment est-ce qu'on pourra intégrer l'intelligence artificielle. Déjà en amont du processus d'achat, qu'il faut rappeler comporte 12 étapes. On s'est dit que déjà pour l'analyse des offres aux fournisseurs, on pourrait par exemple intégrer une solution d'IA qui permettrait de rechercher les mots-clés du cahier des charges dans les offres aux fournisseurs et qui, après avoir détecté les mots-clés du cahier des charges, classerait les offres par ordre de pertinence. Du coup, les acheteurs n'auraient plus à aller, par exemple, consulter la 50e offre quand ils sauraient déjà que les 5 à 10 premières répondent au mieux aux besoins de l'utilisateur final. Et en aval du processus d'achat, on a essayé d'appliquer l'IA au traitement des factures. C'est-à-dire qu'en utilisant une solution d'IA qui lirait les factures, les trierait, puis les vérifierait par rapport aux contrats existants, elle pourrait ainsi détecter les erreurs de facturation ou alors si jamais il y a des falsifications, ce serait détecté automatiquement et ça réparerait systématiquement les erreurs. Donc, et on s'est dit aussi qu'on pourrait aller plus loin, c'est-à-dire intégrer du machine learning au processus d'achat. Et là, par exemple, si on imagine un grand groupe comme Alstom, par exemple, qui a à peu près 3000 fournisseurs et qui doit répondre, disons, par jour à 1000 mails, on imagine un peu que le traitement, le délai de réponse serait très long. Alors que si on utilise un chatbot qui puisse analyser la sémantique des messages, puis irait dans le système d'information rechercher les données pour y répondre et répondrait directement aux interlocuteurs externes, on gagnerait énormément en temps et les délais de réponse seraient plus courts. Et donc, on se rend compte finalement que l'IA, bien qu'elle soit très utile dans le domaine de la robotique, etc., elle peut aussi être intégrée aux fonctions de l'entreprise. Donc, c'est vraiment un outil à exploiter au maximum. Et c'est ce qu'on voulait faire comprendre à tout le monde ce soir. Merci. Merci beaucoup à Ingrid et William. Du coup, maintenant, on va prendre les questions. Allez-y, à la fois sur le drone qu'ils ont mis au point et également sur cette partie achat. Oui, bonsoir.
Vous avez parlé en fait des processus dans l'ensemble des fonctions de l'entreprise. J'aimerais savoir dans quelle mesure l'intelligence artificielle permettrait de centraliser l'automatisation des processus de l'entreprise, de toutes les fonctions de l'entreprise. Est-ce que c'est possible? Par quels moyens, par quels outils existants? Donc, si je répète bien la question, ce serait de pouvoir automatiser l'ensemble des processus dans une entreprise grâce à l'intelligence artificielle. Oui, sur toutes les fonctions. Alors, concernant toutes les fonctions, nous, on a regardé l'intelligence artificielle appliquée à la fonction achat. On a essayé de voir plus loin. On a vu qu'en intégrant, par exemple, en utilisant un ERP qui soit équipé, par exemple, d'une technologie de blockchain, donc qui permettrait de relier non seulement les fournisseurs, mais aussi toutes les fonctions de l'entreprise à l'ERP, on pourrait échanger les données d'une manière libre, si on peut dire ça. Ok, merci. Mais là, c'est la blockchain. Peut-être on pourrait rajouter un peu d'intelligence artificielle pour, par exemple, des smart contracts, etc. Mais c'est plus la blockchain. L'intelligence artificielle, je ne pense pas pour l'instant que ce soit possible. Ok. Voilà. D'accord. Et dans l'utilisation de l'intelligence artificielle, est-ce qu'il faut penser déjà à des risques ou à des points des impossibilités éventuelles? Dans l'entreprise des limites en général? Au niveau de l'automatisation des processus, est-ce que l'intelligence artificielle a des limites? Est-ce qu'il faut penser à des limites en particulier ou ça n'existe pas du tout? Pour l'instant, je dirais que l'application de l'IA aux fonctions de l'entreprise est encore à ses débuts. Donc, on ne peut pas dire qu'on a des limites si on n'a pas encore tout testé. Donc, ce serait bien d'attendre encore un petit peu. Ok, merci. D'autres questions, notamment pour le drone et la reconnaissance faciale? Vous pouvez passer le micro devant, s'il vous plaît. Bonjour, je m'appelle Marc. J'ai un projet qui est lié à l'agriculture au Centrafrique. C'est un projet de niche, je dirais. Et donc, ce qui m'intéresse, c'est les drones au service de l'agriculture. Donc, vous en avez parlé rapidement. Ce qui m'intrigue, c'est est-ce que, et du coup, je pense qu'on est tous dans ce cas-là ici, est-ce que vos offres s'adaptent à des personnes qui n'ont pas forcément un gros budget? Parce qu'on sait qu'un drone, c'est quelque chose qui coûte cher, c'est quelque chose qui n'est pas forcément scalable pour une petite boîte, mais ça peut être intéressant, quoi. C'est se mettre au goût du jour, c'est utiliser de nouvelles technologies, donc ça donne envie. Mais est-ce qu'un petit start-upper peut s'offrir des drones pour sa propre boîte? C'est la question. Je répète la question, du coup, est-ce qu'une jeune start-up ou on va dire une entreprise avec des budgets limités peut s'offrir vos services de drone dans le cadre de l'agriculture? Clairement, oui. C'est arrivé ce matin même, avec une start-up justement qui s'appelle AgriPeace, qui veut vendre des services d'épandage avec des drones en Afrique centrale. Le premier point, c'est qu'il faut comprendre que l'agriculture fonctionne en communauté, au Cameroun en tout cas. Donc, même si l'agriculteur de façon individuelle ne peut pas payer les services d'un drone, en général, il fait partie d'une coopérative. Cette coopérative-là peut payer les services. Il suffit juste de faire, on fait une économie de chef, qu'on facture l'hectare à un prix qui serait amorti en grande partie, en tout cas, par le budget de la coopérative qui permet à l'agriculteur de s'offrir les services, à la fois d'intelligence artificielle, d'épandage, de prise de vue aérienne, avec des drones, sans qu'il ait l'impression que ça affecte sa quotidien. Ok, je vous remercie. J'ai une deuxième question, si je peux enchaîner, si ça vous dérange pas. C'est peut-être une question un peu plus dégagée. Dans un secteur comme l'agriculture en Afrique, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'un peu paradoxal à automatiser donc du contrôle, de la vérification, alors qu'on est sur un continent où le coût de la main-d'œuvre est relativement très peu cher et où il y a de la demande? Est-ce que ce ne serait pas plutôt quelque chose qui vise des
des marchés plus occidentaux? Est-ce que vous pouvez résumer la question? Excusez-moi. Excusez-moi. Vous pouvez répéter un résumé? Le fait d'utiliser des drones en Afrique, est-ce que c'est vraiment la meilleure solution pour le développement du continent africain, dans le sens où il y a déjà de la main-d'œuvre qui peut le faire pour un coût relativement limité? Après, elle ne sera pas forcément experte, mais est-ce que du coup les drones dans le service de l'agriculture, c'est pas plutôt quelque chose qui est dédié aux Occidentaux, avec un grand O? C'est plus clair, William? Allô? Oui. Oui, c'est plus clair? En fait, sa question, c'est le fait d'utiliser la technologie, notamment les drones, qui vont permettre d'être plus productifs et d'optimiser les process, donc qui demandent moins de personnes pour gérer tous les process au niveau de l'agriculture. Est-ce que c'est pas une mauvaise chose pour le développement de l'Afrique? Ce serait pas mieux d'employer d'abord plus de personnes et que vos services répondraient plus à des économies plus avancées, comme en Europe, aux États-Unis ou ailleurs, où ils ont vraiment besoin, eux, de... Voilà, je te laisse répondre. Ah non. Non, voilà. Je ne sais même pas recommencer. En fait, aujourd'hui, il faut comprendre que, par exemple, je vais prendre un exemple très concret. Il n'y a pas de raison que l'agriculture, ou que, pour qu'on fasse de l'agriculture de précision en Europe et qu'on ne la fasse pas en Afrique. Ça, c'est mon premier point. C'est-à-dire, je ne comprendrais pas que les agriculteurs à l'autre bout du monde aient le droit d'avoir accès à des technologies de pointe et pas des Africains. Second point, c'est que ça coûte moins cher parfois que la main-d'œuvre locale. Parce qu'il faut savoir que sur les plantations, les manœuvres, en plus du fait qu'ils prennent du temps, ils coûtent de l'argent. Et lorsqu'on utilise des drones, nous on forme quelqu'un dans la plantation, c'est-à-dire chez l'exploitant agricole, pour apprendre à utiliser ce drone parfois. Donc, on ne fait pas perdre des emplois, créer de nouveaux emplois. On fait comprendre à cette personne que plutôt que de vous mettre à 20 à 10 pour vous occuper d'un hectare, une personne pourrait travailler sur un hectare et les 9 autres travaillent sur autre chose. C'est-à-dire que ça ne sert à rien de gaspiller des ressources humaines et techniques sur des fonctions basiques dans l'exploitation agricole. Donc clairement, je pense que non, au contraire, on améliore la productivité, on réduit les coûts et on fait la promotion du travail des exploitants agricoles de façon totalement différente, de façon totalement innovante. Ok, merci. Merci pour votre réponse. Une question devant, oui, ou non, juste à côté. Bonsoir. Bonsoir. Et après ça, on prendra une dernière question. Serge Ngomsi, analyste Big Data. Je vais en mission pour la francophonie la semaine prochaine. J'avais une question pour William. J'ai entendu parler du projet de la communauté urbaine sur la détection du nombre de passagers ou bien de personnes qui entrent dans la ville. Nous sommes en 2018 et le Cameroun va connaître 4 élections. J'aimerais savoir si l'intelligence artificielle ou bien les drones peuvent servir à rendre un peu plus transparentes les élections qui viennent au Cameroun cette année. Tu as bien entendu? Ma question, vous pouvez résumer la question? Oui, ma question en fait c'était de savoir comment est-ce que l'intelligence artificielle et les drones associés aux drones peuvent servir à rendre les élections au Cameroun un peu plus transparentes. Ok, comment les drones combinés à l'intelligence artificielle peuvent aider au niveau des élections pour les rendre plus transparentes et que ça se passe mieux? Au niveau des élections présidentielles qui vont y avoir, c'est bien ça. Voilà. Tu vois, si j'étais politicien, là, j'allais dire je ne vais que ça va sans commentaire, tu vois. Mais pour plus clairement, je pense que ça peut servir uniquement au niveau, par exemple, de la sécurisation de la foule. Par exemple, pour se rassurer qu'il n'y a pas d'exaction sur les gens qui vont faire des marches, manifester, défendre leurs droits, les partis politiques, ce genre de choses. Mais je vais dire que c'est un peu parachuter de chercher un lien entre les drones et les élections. C'est-à-dire que ce ne sont pas des sujets qui, à mon sens, en tout cas, ont un lien direct. Sauf si on le voit dans le sens du journaliste. Parce que, par exemple, pour un journaliste, couvrir une manifestation, couvrir un événement pendant les élections, avec un drone, ça peut donner une vision beaucoup plus
globale du sujet. Mais en dehors de ça, non. Je ne pense pas que c'est pas la place première. Ok, alors juste une dernière question que moi je vais poser. Est-ce que tu peux nous parler, William, au niveau du drone ou même des services que vous avez, les technologies ou librairies ou API que vous utilisez pour que les personnes comprennent bien, voilà, ce qui se fait, ce qui est dans l'état de l'art et ce que les gens utilisent habituellement pour l'IA? Quelle techno? Là, principalement, j'utilise une librairie qui a été publiée par Google, qui s'appelle TensorFlow. TensorFlow. Oui, c'est possible de travailler avec cette librairie, avec Python, le langage de programmation du C. On s'arrête d'utiliser Python parce que ça permet, avec très peu de lignes de code, de produire des résultats et tester rapidement si la solution est fonctionnelle ou pas. Donc, et parfois, on utilise en termes de base de données d'image, parce que vous savez, l'IA aujourd'hui, l'enjeu de l'IA, c'est la data. Ce sont les données, en fait. Plus on a de données, plus on peut rendre son algorithme performant. Donc, on utilise des bases de données qui sont connues, des Coco, ImageNet, on utilise Labeled Trace aussi. Et nous sommes en train de créer notre propre dataset. C'est-à-dire qu'il y a des maladies, par exemple, que je trouve en Afrique et pas de dataset référencé au niveau international. Donc, on sait à quoi la maladie ressemble sur une plante, mais il n'y a aucun endroit où vous avez, par exemple, 10 000 images de certaines maladies qu'on retrouve dans la chose. Donc, nous, on est obligé de créer ces datasets. On est sur le terrain avec des appareils photo, tout simplement. On prend des images et on prend nos algorithmes de plus en plus performants. Donc, l'enjeu de la data, on l'a aussi. Mais on compense cette faiblesse en utilisant des technos ouverts la plupart du temps. Il y a quelques semaines, on a rejoint le programme Inception de NVIDIA. Ça nous permet d'avoir accès à la technologie de pointe, par exemple le cloud de NVIDIA. Et je pense l'un des plus performants aujourd'hui au monde. Et on se contente du coup dans les GPU. Au lieu d'utiliser le processeur, ça va plus vite de faire de l'apprentissage que de travailler avec la carte graphique. Parce que vous avez plus de distance, vous avez plus de performance, ça prend plus de temps. On utilise la version GPU de TensorFlow par exemple, plutôt que la version CPU. Ok, super, merci beaucoup William. On peut les applaudir et on va passer au prochain talk. Merci. Alors du coup, le prochain talk, ça va être avec François Fitzpatrick qui va nous présenter son travail sur Domotio. Voilà. Bonjour à tous. Merci beaucoup William. À bientôt. Bye. Ok. Bon, donc bonjour à tous. Donc moi c'est François. Je suis consultant fonctionnel dans une boîte qui s'appelle Domotio, qui est une start-up et qui fait de l'intelligence artificielle appliquée à l'éducation. Alors dans les deux premières conférences, en fait, on a vu l'intelligence artificielle, c'était une application qui était de l'ordre de la reconnaissance d'images. Et en fait, aujourd'hui, je vais vous parler d'une autre grande application de l'intelligence artificielle qui est très en vogue, qui est les systèmes de recommandation. Alors, je vais vous poser une question. Alors, pour comprendre ce que c'est qu'un système de recommandation, je vais vous poser une question, c'est quelle est l'application web que vous utilisez le plus au quotidien? Google. Donc, Google, c'est le très bon exemple du système de recommandation. Ouais. Et lorsque vous faites lorsque vous posez une question à Google, en fait, moi, il y a un truc qui m'a toujours marqué, c'était ça. Si tu peux passer. C'était le nombre de résultats. Donc, lorsqu'on fait une recherche Google, ici, en fait, Google, il y a 119 millions de résultats qui sont liés à cette recherche. Et en fait, ce que lui va faire, c'est donner une note à chacun de ces résultats selon la pertinence que ça a, selon votre recherche. Et ensuite, après, il va les classer selon un certain nombre de pages. Et généralement, l'algo, il est tellement fort qu'en fait, les 5 premiers sont souvent les meilleurs, vont déjà vous donner la bonne réponse. Et en fait, un système de recommandation, c'est ça. Si tu peux passer. C'est un système qui prédit la note qu'un utilisateur mettrait à un élément d'une grande base de données. Donc Google, en fait, il met une note à ces 119 millions de résultats et ensuite il les classe. Donc ça, c'est un système de recommandation. Et en fait, aujourd'hui, c'était Google qui était les premiers à les utiliser, mais en fait, c'est utilisé dans beaucoup de secteurs.
Et je vais essayer de vous expliquer pourquoi est-ce que ça marche. Alors, une autre boîte qui l'utilise beaucoup, c'est Amazon. Et en fait, Amazon, je ne sais pas si vous avez déjà commandé sur Amazon, mais lorsque vous commandez et que vous voulez mettre un produit dans votre panier, en fait, on vous propose en bas d'autres utilisateurs qui ont acheté ce produit, ont aussi acheté ce produit. Alors, je ne sais pas si vous voulez rajouter dans votre panier. Moi, pas trop. Mais en fait, au final, ce qui est assez incroyable, c'est qu'en fait, 35% du volume d'affaires de Amazon provient de ces recommandations. C'est monstrueux. Donc, imaginez Amazon sans les systèmes de recommandation. Donc, en fait, ce que je cherche à vous montrer, c'est que les systèmes de recommandation, ça marche. Et c'est des facteurs clés de succès pour des grandes boîtes comme Amazon, Google et d'autres boîtes. Donc, aujourd'hui, moi, je vais vous présenter très rapidement, je vais vous faire un peu toucher du doigt les grandes classes, familles d'algo qu'on utilise dans la recommandation en prenant une application à l'éducation, qui est ce que l'on fait chez Domosio. Alors, la problématique dans l'éducation qu'on a, bon, d'abord je vais vous présenter un peu le problème. Donc chez Domosio, nous, on essaie de révolutionner l'apprentissage avec l'intelligence artificielle. Et donc on va prendre un cas concret qui est Marion. Marion, elle est en CP, elle étudie les maths, et en fait, elle vient juste d'apprendre à compter de 1 à 49. La problématique qu'on a maintenant dans l'éducation, et que nous on se pose, c'est maintenant qu'elle sait compter de 1 à 49, c'est quoi le prochain contenu qu'on lui montre pour qu'elle progresse, pour qu'elle s'épanouisse, pour qu'elle avance dans les maths et qu'elle n'abandonne pas. Donc ça, c'est la question qu'on a. Et donc on va se demander quelles recommandations on lui fait. Donc la première stratégie, ce serait la méthode traditionnelle, c'est on suit le programme. Donc dans l'éducation nationale, le programme, c'est lorsque une petite fille, enfin ou n'importe qui, en CP, en mathématiques, sait compter de 1 à 49, la prochaine étape, c'est lui présenter l'addition. Ça, c'est le programme. Et en fait, cette méthode, ça fait intervenir une famille d'algorithmes qui sont liés au content filtering. Et en fait, le content filtering, ça fait quoi? Globalement, ça prend une base de données. Et donc, sur tous les contenus pédagogiques possibles, on va filtrer par la classe, donc elle est en CP. Ensuite, on va filtrer par la matière, elle fait des maths. Et ensuite, on va filtrer par elle sait déjà compter de 1 à 49, on va en retirer d'autres. Alors, pour faire ces filtres, après, on va faire un peu de machine learning pour pondérer les différents poids qu'on va mettre au filtre. Mais globalement, c'est ça. Et ensuite, donc ça, c'est la première méthode. Et la deuxième méthode, qui est aujourd'hui un peu celle qui est un peu prometteuse, celle d'utiliser une famille d'algos qui sont liés au collaborative filtering. Donc c'est quoi? En gros, ce qu'on va dire, c'est que Marion, elle a un profil d'apprentissage qui est le sien, et en fait, on va regarder les autres enfants qui ont le même profil d'apprentissage qu'elle. Donc les profils d'apprentissage, ça pourrait être par exemple, Marion est plus sensible aux images qu'au texte, mais il y a plein d'autres facteurs possibles. Et en gros, ce qu'on va dire, c'est qu'on va regarder tous les élèves qui ont à peu près le même profil d'apprentissage et on va regarder ce qui a marché pour eux. Et donc en fait, on voit que la plupart, pour Martin par exemple, mais comme la plupart des personnes qui ont le même profil d'apprentissage, on voit que lorsqu'ils savent compter de 1 à 49, ce qui marche pour eux, c'est tout de suite d'enchaîner sur essayer de compter jusqu'à 1000. Et donc du coup, en fait, ce qu'on va dire, c'est que peut-être qu'au lieu de présenter l'addition, en fait, ce serait peut-être plus cool de présenter comment est-ce qu'on compte de 1 jusqu'à 1000. Alors, chez Domosio, en fait, on combine ces deux familles d'algorithmes pour faire donc de l'hybrid filtering. Donc, c'est tantôt du content filtering, tantôt du collaboratif, parfois même de la combinaison. Et donc, du coup, voilà, ça c'est ce qu'on fait en fait chez Domosio. Alors, le takeaway à prendre de cette présentation, c'est que premièrement, c'est que les systèmes de recommandation, ça marche et c'est des facteurs clés de succès pour des grandes boîtes comme Google et Amazon. Et le deuxième, c'est que ça s'applique à tous les secteurs générateurs de données, comme l'éducation. Voilà. Donc n'hésitez pas à vous intéresser à ça pour votre boîte si jamais vous avez beaucoup de données. Voilà. Merci pour cette super présentation. Du coup, est-ce que vous avez des questions? Ok, on peut faire passer le micro là-bas, s'il vous plaît. Ouais, c'est bon.
Juste une question, j'imagine l'exemple était très simplifié, mais là par exemple quand on dit on apprend à compter de 1 à 49, puis c'est plus facile de passer jusqu'à 1000, c'est aussi parce que j'imagine le cerveau est fait de telle sorte que c'est plus facile d'apprendre quelque chose qu'on a déjà appris, enfin une méthodologie qu'on a déjà appris, plutôt que d'aller sur quelque chose qu'on ne connaît pas du tout. Et du coup comment on passe, est-ce que c'est pas du coup amener les gens à être sur un seul segment et pas aller explorer les autres segments? Ok, si, je vois. En fait, je pense qu'il peut y avoir une justification neuroscientifique de pourquoi est-ce que, une fois qu'on sait compter de 1 à 49, quand on a un certain profil d'apprentissage, c'est mieux de compter de 1 à 1000. Mais en fait, l'intelligence artificielle, elle ne va pas se poser ça comme question. Elle va juste regarder ce qui a marché dans le passé. Et en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, on va tenter plein de choses. Donc ça va marcher de temps en temps, ça va pas marcher sur d'autres. Mais en fait, on va essayer d'engranger le plus de données possible pour qu'au bout d'un moment, en fait, l'intelligence artificielle, elle marche jamais au début. Hein. C'est jamais bien au début. C'est comme sur YouTube, quand vous commencez, vous vous connectez, généralement, on vous propose des trucs trop nuls. Mais après, plus ça apprend et plus ça se fait, c'est vraiment efficace. Et donc du coup, en fait, c'est presque à la fin, on va regarder ce que l'intelligence artificielle fait pour se dire, ah, mais il y a peut-être un lien avec on va peut-être justement revenir aux neurosciences après, quoi. D'autres questions? Vous pouvez faire passer le micro, s'il vous plaît. Non, en fait, la question c'est ici, s'il vous plaît. Non, attendez. Alors, moi j'utilise aussi de la recommandation sur ma plateforme. La question que je pose, est-ce que vous ajoutez d'autres paradigmes? Parce qu'en fait, moi je vends des objets connectés. Mes vendeurs ont aussi des caisses où ils vendent aussi leurs produits en physique, sur place. Et ces recommandations, quelqu'un qui habite à Paris, qui est dans cette rue, pourrait aussi être un autre paradigme qui permettrait d'appuyer en fait sur la recommandation. Est-ce que vous rajoutez des paradigmes ou vous ajoutez des comment on appelle ça, des règles qui sont différentes en fait? Alors, moi je vends des drones, comme tout à l'heure on disait, et je me rends compte que la plupart des gens qui achetaient des drones sur ma plateforme, c'est des gens qui font des cours qui font des formations de drones sur Internet. Et d'autres, c'est ceux qui font de la surveillance. D'accord? Et maintenant, j'essaie de voir en fait le nombre de personnes qui sont dans des clubs de drones. D'accord? Et par rapport à ça, j'essaie de proposer à son ami, parce que j'ai aussi une plateforme de partage de vidéos autour des objets connectés qui s'appelle OB Connecté Channel, où c'est connecté avec des influenceurs. Et ces influenceurs, ils sont suivis par ces professeurs qui font des drones aussi. Et en rajoutant que certains genre comme c'est un ingénieur en informatique qui est passionné de drones, qui est l'ami d'une personne, j'arrive à le mettre dans mes recommandations. Vous comprenez? Alors, donc du coup, je reprends. En fait, c'est que toi et moi, nous sommes passionnés des drones. Vous avez acheté un produit chez moi. Et toi et moi, nous travaillons avec Boubacar. Nous travaillons ensemble. Nous faisons les mêmes cours ensemble. Et je ne sais pas si moi j'ai un drone ou pas. Le fait de savoir que je travaille avec Boubacar, que je travaille avec Boubacar, me permettrait, le logiciel permettrait de me recommander moi. Pas par rapport parce que j'aime les drones, ou c'est parce que tout simplement nous partageons un même environnement en fait. Vous comprenez? C'est rajouter une autre occurrence. Alors, ouais, si je comprends, en fait, je ne sais pas si je vais essayer de répondre à ta question. Dis-moi si c'est pas du tout ça. Dans le collaborative filtering, dans la deuxième partie, il y a différents types d'algo dans le collaborative filtering. Donc, on pourrait se dire, moi, je suis en train d'apprendre quelque chose, et donc du coup, je vais regarder les gens qui ont des mêmes profils d'apprenants que moi. Je vais voir ce qui a marché, et on me le met pour moi. Mais on pourrait prendre le problème différemment et juste regarder le contenu. C'est-à-dire qu'on va regarder, ce contenu en fait a marché pour plein de gens, donc peut-être qu'il peut marcher pour moi. Donc en fait, je suis plus lié par le profil, mais je suis lié par l'objet.
Je ne sais pas si ça c'est un autre type de paradigme. Et il y a encore d'autres paradigmes où tu fais des filtres démographiques. Par exemple, j'imagine tu as un site de e-commerce et en fait là en ce moment on est à Noël. Et bah, du coup tu vas faire des filtres. Tu vas essayer d'exploiter le fait que c'est Noël bientôt qui arrive. Et donc du coup tu vas faire des recommandations qui vont être liées à ça. Tu vois, c'est des filtres démographiques ou saisonniers, des choses comme ça. Merci. D'autres questions? Oui. Bonjour, bonsoir du moins. Je m'appelle William Nganja, ingénieur système. Je souhaiterais en fait savoir si dans ce cadre, dans le cadre de Domocio, dans le cadre de Domocio, vous vous intéressez à des profils particuliers, notamment les enfants, par exemple les TDAH. Je ne sais pas si vous entendez parler. Les enfants qui ont des difficultés de concentration ou encore même les surdoués pour certains. Est-ce que ça permet en fait à ces profils particuliers d'améliorer leur qualité d'apprentissage, leur façon d'apprendre? La première application souvent dont je parle quand je parle des systèmes de recommandation appliqués à l'éducation, et c'est là où je trouve qu'il y a le plus d'utilité, c'est que je ne sais pas si vous avez déjà fait un cours en ligne, mais vous ferez probablement partie des 95% des gens qui ont suivi un cours en ligne et qui l'ont abandonné. Et en fait aujourd'hui les cours en ligne, une des raisons pour lesquelles ça marche pas, c'est que en fait c'est un cours qui est destiné à 100 000 personnes. C'est un peu comme si vous aviez un prof pour 100 000 élèves dans une classe, donc forcément ça va pas marcher. Et en fait ces types d'algo, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils vont faire des trucs assez cool comme si on voit que vous réussissez, on vous fait sauter une étape. Ce qui fait que c'est un peu comme si vous êtes en classe et on voit que vous réussissez bien, la prof elle va vous dire ok, maintenant je vais te présenter tout de suite le concept suivant. Mais les autres peuvent continuer au même concept. Donc du coup, tu peux avancer plus vite, ce qui fait que pour les surdoués, c'est vraiment super parce que tu le fais qu'ils restent dedans, ils abandonnent pas parce que c'est trop simple. Et de même, pour les gens qui justement ont plus de difficultés, en fait, tu peux revenir dans les leçons des années précédentes. Donc quand toi tu es en 4e et que en fait tu te souviens plus du tout de comment fonctionne, de ce que c'est Pythagore, et bam, on peut te faire revenir en arrière et te réapprendre les théorèmes de base en mathématiques. Donc ouais, je pense que ça a pas mal d'intérêt pour ça. Super, merci beaucoup pour les questions. On va passer au prochain. Voilà, vous pouvez applaudir. Du coup, on va passer au prochain talk et le dernier avec Jean qui est à Taïwan. Alors, je vais lancer l'appel Skype. Ok, bon, Jean, tu es en direct, en plein écran avec tout le public. Et du coup, voilà, je vais te partager l'écran et tu vas pouvoir démarrer ta presse. Ok, ça marche. Hop. Voilà, donc c'est bon, tu peux démarrer, tout le monde te voit. Salut tout le monde, moi c'est Jean Ouedraogo, je suis un Burkinabé résident à Taïwan, je suis un ingénieur informaticien, je suis également le CTO de Open Darasa. Open Darasa en fait c'est une startup africaine qui donne des cours en ligne, généralement des cours de programmation, de business et de langue, et en plusieurs langues. Alors aujourd'hui ce que je vais vous faire une présentation d'un projet qu'avec des amis et moi nous travaillons à Taïwan ici. Alors le projet s'appelle DroneBot et premièrement ce que je vais faire dans ma présentation, je vais vous poser le problème que nous essayons de résoudre avec le projet et notre solution et comment ça marche et quand est-ce que ça serait prêt et comment on peut en fait s'en acheter. Alors premièrement, le problème que nous essayons de résoudre, c'est que généralement en Afrique, il y a des solutions de paiement en ligne quand on prend le cas des e-commerce. Mais malheureusement, en fait, quand tu finis de faire le projet, le paiement, tu ne peux pas en fait te faire livrer le colis parce que tu n'as pas une adresse précise. Et ça, c'est un gros problème que nous essayons de penser une solution. Alors, notre solution, c'est que il y a une startup américaine qui a déjà travaillé en fait sur un drone
une startup qui s'appelle Exin Technology. Ils avaient en fait développé un drone qui est conduit en fait par une intelligence artificielle. Alors, ce que nous voulons faire, c'est de faire de telle sorte que en fait le langage humain puisse en fait être traduit en langage, en coordonnées géographiques. On va redonner en fait à l'intelligence artificielle qui va redonner au drone et le drone en fait va faire la livraison en fonction de l'adresse en fait que nous lui avons donné. Alors, comment ça va marcher? Je vais prendre le cas concret en fait d'un e-commerce. Alors, quand tu fais l'achat en fait, tu donnes des données telles que ton Facebook ID, le Facebook ID du receveur, puis tu vas donner également en fait une adresse quelconque en fait par défaut que si le drone en fait n'arrive pas à retrouver ton endroit, il peut aller en fait à l'adresse par défaut. Et puis nous allons prendre en fait ces données et le drone va directement en fait communiquer avec toi dès que le colis est reçu, dès que le colis est prêt en fait pour la livraison, pour te dire ah ok le colis est prêt, où es-tu? Et puis la communication va commencer et entre le drone et le receveur à travers en fait notre intelligence artificielle. Alors ce qui va se passer c'est que en fait l'intelligence artificielle va communiquer avec la personne et traduire en fait le langage humain en coordonnées géographiques qu'il va redonner en fait au drone à l'intelligence artificielle de Exin qui va donner au drone et le drone en fait va aller à la livraison à l'adresse donnée. Alors de façon pratique en fait c'est comme ça que ça va marcher. Alors quand est-ce que ça serait prêt? Bon, généralement au départ nous voulions en fait faire le drone nous-mêmes mais voilà, Exin Technology a déjà fait un gros travail là-dessus, donc nous ne voulons pas en fait réinventer la roue. Ce que nous voulons faire maintenant, c'est tout simplement utiliser leur intelligence artificielle et créer notre intelligence artificielle et faire de telle sorte en fait que les deux intelligences artificielles puissent communiquer entre eux à travers un API. Et nous sommes actuellement en train de travailler sur l'API. Pour l'intelligence artificielle qui peut traduire le langage humain, ça c'est déjà 70% prêt. Mais un autre gros travail à faire, c'est tel que, traduire en fait les messages vocaux parce que voilà, les messages vocaux sont également très pratiques en Afrique. Alors, comment on peut s'en acheter? C'est gratuit, c'est open source. Voilà, nous voulons en fait le faire open source parce que nous voulons en fait appuyer certains projets d'intelligence artificielle en Afrique et lancer en fait la sensibilisation sur l'intelligence artificielle en Afrique. Voilà, c'est justement pourquoi nous voulons le faire ainsi. Alors, Future Work, nous voulons également après utiliser les données que le drone va recevoir à travers son parcours. Prendre en fait, construire en fait des cartes beaucoup plus précises en Afrique pour que le problème d'adresse également puisse être éradiqué. Voilà, donc c'est un de nos futurs projets avec ce drone. Et les QA, je pense que non, je vais vous laisser poser les questions, c'est encore beaucoup plus facile quand on sait ce que les gens ont compris et quelles sont les parties qu'il faut éclairer. Alors donc c'est tout. Merci. Merci Jean. Du coup, on va prendre les questions. Si vous avez des questions. Ok, la demoiselle. Ah, voilà. Allumez un peu plus fort. Oui, ma question est en fait, une fois que le drone reçoit la notification comme quoi le produit est livré, ou en tout cas le drone est en train de faire la livraison, il communique avec la personne en fait qui a fait sa commande. Et sachant qu'en Afrique, parfois il y a un problème en fait avec l'éducation, le taux d'alphabétisation qui peut être faible. Même si on a un smartphone, si on ne sait pas forcément utiliser le smartphone, c'est-à-dire pouvoir lire les notifications, pouvoir communiquer avec le drone, comment gérer en fait ce risque ou en tout cas cet enjeu par rapport à la solution de Open? Tu as entendu la question, Jean, ou je répète? Si, non, j'ai compris. Oui, justement, parce que pourquoi notre travail au niveau de l'intelligence artificielle est vraiment capital? Parce qu'il y a, au niveau de l'utilisateur, il y a ce problème d'alphabétisation, il y a ce problème même à l'écrit, il peut faire des fautes. Donc, on a aussi les messages vocaux qu'on va recevoir. Ça, c'est carrément un travail à part aussi au niveau
l'intelligence artificielle qu'on est en train de travailler. Mais actuellement, c'est carrément écrit, mais c'est quelque chose aussi qui est possible au niveau de... Voilà. On peut prendre les messages vocaux. Justement, en Afrique, actuellement, les gens, ils envoient plus de messages vocaux, en fait, que l'écrit. Et donc là, ça veut dire que vous allez aussi intégrer dans votre solution les langues africaines, du coup. Parce que même si on fait des audios, si le drone ne comprend pas la langue, c'est problématique aussi. J'ai pas compris. En gros, est-ce que tu vas aussi intégrer la compréhension, si tu veux, des messages vocaux avec les langues locales africaines, que ce soit pas seulement en français, en anglais ou autre, mais des langues locales. Est-ce que vous allez inclure ça? Oui, justement, parce que c'est open source, justement, on aura plein de gens qui vont contribuer au projet. Ouais. Parce que c'est un projet, en fait, qui est carrément dynamique. Mais c'est sûr que on va forcément inclure comme ça, parce que sinon, on aura plein de gens qui ne pourront pas, en fait, l'utiliser. Ok, une autre question. Une question devant, s'il vous plaît, d'abord. Bonjour. Moi, je me demandais si aujourd'hui, la technologie de la géolocalisation n'était pas suffisamment avancée pour pouvoir permettre juste de, en fait, précisément géolocaliser les personnes au lieu de passer par toute cette compréhension du langage qui me paraissait beaucoup plus complexe. Alors la question, c'est au lieu de passer par cette compréhension du langage naturel et tout le process que vous avez mis en place, est-ce que la géolocalisation ne suffit pas pour tout simplement se dire que voilà, la personne, je sais pas, elle appuie sur un bouton, ça lui dit qu'elle est à cette position-là, ces coordonnées-là, et le drone va directement sur place pour livrer la personne sans qu'il y ait de chat avec le bot via Messenger et tout ça. Oui, c'est inclus tout ça. En fait, quand on envoie le message, on donne le bouton, on lui dit tu es à quelle position actuellement. Il y a un bouton qui dit il y a un bouton qui dit current position, en fait, pour dire ma position actuelle. Et il peut appuyer en fait la position actuelle et on va prendre directement en fait sa position actuelle. Mais il peut aussi en fait écrire également parce qu'il y a des gens qui on ne pourra pas vraiment comprendre l'utilisateur, donc il faut donner plus en fait d'options pour voilà. Donc, quelle est la valeur ajoutée? En gros, quelle est la valeur ajoutée, si tu veux, de pouvoir chatter avec le drone, en quelque sorte, s'il suffit simplement de lui dire je suis ici, à cette position, viens me livrer? Quelle est la valeur ajoutée? Oui, parce que parfois, en fait, au niveau de la position, quand tu appuies le bouton là, ça donne en fait une approximation qui n'est pas très exacte en fait. Il y a une erreur, il y a une marge d'erreur en fait qu'il faut tenir compte en fait. Une marge d'erreur en fait qui vaut des kilomètres parfois. On a déjà fait les tests, et donc c'est pourquoi on a inclus la possibilité de parler et de décrire en fait pour que on décèle en fait un certain nombre de mots qu'on peut repérer en fait des références qu'on peut dire. Bon, par exemple, quand je dis bon, je suis à Taipei, mais je suis à côté de 101. Alors nous, on sait que 101 en fait, c'est une position qui est plus claire. Mais parfois, quand tu appuies le bouton, il peut y avoir beaucoup plus d'erreurs en fait. Il y a une marge d'erreur qui est au bout du bouton, c'est pourquoi on l'a inclus également. Ok, ça marche. Merci Jean. Une dernière question? Donc moi j'ai deux questions, enfin j'ai plusieurs questions, mais je vais en poser que deux. S'il vous plaît, dans un premier temps, et bien résumé. Bien résumé. Donc d'abord primo, je vais d'abord savoir par rapport à l'autonomie, parce qu'on sait que les drones n'ont pas beaucoup d'autonomie aujourd'hui. Et ensuite, dans les cas particuliers en Afrique, on sait que la majorité des téléphones sont souvent des téléphones 2G. Donc, est-ce que vous répondez à ces différents points? Du coup, la question, si vous pouvez bien la répéter. Enfin, c'est pour savoir déjà si, notamment pour les téléphones 2G, donc là on ne peut faire que du SMS. Il y en a, la majorité c'est comme ça, en fait, en général en Afrique. Okay. Et aussi par rapport à l'autonomie, est-ce que vous répondez au cas pratique d'autonomie, on va dire que si je suis à 5 km, est-ce que vos drones prévoient de faire les 5 km aller-retour?
D'accord. Alors en gros, comment tu prends en compte le cas des feature phones, si tu veux, pas des smartphones qui sont très répandus en Afrique, et aussi quelle est l'autonomie en gros max des drones pour aller livrer un colis? Si la personne est à 20-50 km, comment ça se passe? Oui, ce qui est bien en fait au niveau de Exim, c'est qu'ils ont fait le software et tu peux en fait l'inclure dans le drone. Donc tu payes le drone et tu peux en fait installer le software. Donc si tu payes un drone qui est assez bien, voilà. Donc c'est en payant en fait le drone que tu payes, que tu regardes en fait l'autonomie. Et tu peux en fait maintenant installer Mais, le software de Exim. mais l'autonomie du drone, si tu veux, parce que si tu parcours par exemple 20 km, c'est énorme pour un drone, elle est de combien? Bon, généralement, en fait, un drone, 20 km, c'est pas un problème. Mais ouais, parce qu'il y a des drones qui peuvent faire 20 km en 15 minutes actuellement. Mais ouais, 20 km, bon, ça franchement dit, je n'ai pas vraiment fait des trucs là-dessus parce qu'au niveau du drone, on n'a pas encore fait des tests au niveau du drone, mais c'est au niveau en fait du code qu'on a fait. Mais je pense que pour tout Taïwan, on a pris un drone une journée, carrément tout Taïwan, ça va. Mais ça dépend vraiment en fait de ton drone. Donc franchement dit, ça c'est carrément très difficile de dire. Ok. Parce que les drones sont tellement différents d'un drone à un autre en fait. Ok, et l'autre question, c'est comment vous prenez en compte ou pas les feature phones, les téléphones voilà, première génération où il n'y a pas l'installation d'applications, etc., etc. Est-ce que vous prenez en Je compte? pense que c'est des choses qui évoluent et je pense que c'est mieux en fait qu'on projette à l'avenir que de prendre en fait les cas qui sont là parce que voilà, au niveau des smartphones, c'est des choses qui évoluent très rapidement et c'est pourquoi il faut en fait que nous projetons des projets qui peuvent en fait s'adapter. Ok. Donc voilà, au niveau des smartphones, je pense pas que ce soit un problème. Ok, ça marche. Merci beaucoup, Jean. On l'applaudit. Merci beaucoup pour cette session, Jean. Du coup, on va te libérer et on va conclure le meet-up. Donc, déjà, merci beaucoup à tous dans cette salle pour votre présence, vos questions. Je tiens encore à remercier les sponsors et les partenaires, c'est très très important. Donc encore une fois, un grand bravo à Drivey et un grand merci. On peut les applaudir. Et également, merci aux différents partenaires, Effray, Obgis et surtout aussi JPM, qui nous ont beaucoup aidé au niveau de la logistique et pour relayer cet event. Donc là, on va passer à une petite session maintenant networking avec un cocktail qui est au bout là-bas. Et voilà, suivez-nous sur Facebook, sur le site web, inscrivez-vous à la newsletter. Comme ça, vous serez au courant des prochains meet-up et des prochaines fonctionnalités qu'on va avoir sur la plateforme. Notamment, on est en train de mettre en place une base de données de toutes les startups africaines par pays, par secteur. Est-ce qu'elles sont en train de lever des fonds ou pas, etc., qui vont pouvoir permettre de donner des informations aux personnes qui sont en Europe ou même en Afrique, qui beaucoup sont intéressés par l'écosystème tech africain, mais veulent pouvoir identifier les startups, où est-ce qu'elles se trouvent, etc. Donc voilà, merci encore et à très bientôt. Bonne soirée.